Bonjour Julie Fabreguette, je suis très heureuse de te recevoir. On ne va pas faire semblant, on s'est déjà rencontrés dans cette première saison de Sous la robe. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis avocate pénaliste depuis un peu plus de 10 ans et j'ai créé il y a un an un cabinet qui s'appelle 20 rues, qui est un cabinet autour d'un triptyque pénal, public, environnement. Et donc moi j'anime la partie pénale et pénale de l'environnement avec une de mes associées. On reviendra sur ce qui t'a conduit à faire du pénal et à être avocat. Mais un de tes faits d'armes, alors que tu es encore jeune, c'est d'avoir travaillé sur l'affaire du siècle. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette affaire emblématique? Sur la taxe carbone. Sur la taxe carbone. La taxe carbone, donc, oui, qui était effectivement, qui a très rapidement été qualifiée d'arnaque du siècle, de procès du siècle, mais sans trouver l'écho qu'on a aujourd'hui. Donc c'est ça qui moi, m'amuse un petit peu, c'est que j'ai travaillé longtemps sur ces dossiers, que ce soit au stade des enquêtes, de l'instruction, jusqu'aux audiences d'appel, toute la saga judiciaire en tout cas de ce procès. Et sur le moment, c'était vraiment perçu comme un procès très technique, et c'était pas que perçu comme un procès technique, c'était un procès très technique. Pourquoi c'était particulièrement technique? Parce que c'était des enquêtes financières déjà qui étaient éclatées entre différents bureaux d'instruction, avec une galaxie de sociétés, avec une galaxie de flux financiers, avec des questions de qualification, avec donc une bataille juridique et une bataille même un enjeu de compréhension factuelle donc de ces mouvements, des liens entre les uns et les autres, de la question du marché, du fonctionnement du marché financier sur Bluenex, de la passation des ordres, et ensuite des questions de blanchiment, de retracer ces flux. Donc il y avait vraiment un enjeu de la part des juges d'instruction et des avocats en défense. On a vu la construction de ce dossier au-delà de la question de savoir la genèse de cette arnaque, qui en étaient les principaux bénéficiaires, qui était la part de chacun des acteurs qui ont pu être à un moment attraits dans les filets de la justice. Mais pendant très longtemps, et même je me souviens des articles, il y a eu quelques articles du Monde à l'époque lors des procès en première instance, mais déjà ça captivait pas du tout le grand public, et les journalistes eux-mêmes nous disaient, alors oui, les montants sont colossaux, 1,6 milliard en 6 mois, mais c'est très technique, cette histoire de courtage, de droit à polluer, bon, c'est financier, et donc ça n'intéressait pas, parce que c'était vu comme trop complexe. Et finalement, après ces audiences, elles ont fait l'objet d'une couverture avec des personnages qui ont tout de suite accroché la lumière, enfin des personnes surtout qui ont accroché la lumière, et ça a donné à cette espèce de feuilleton et maintenant de cinématographie très nouvelle qui fait qu'on a un intérêt. Et moi j'ai vu des amis notamment qui m'interrogent maintenant sur ce procès en détail, alors que sur le moment, quand on essaie d'en discuter, le CO2, les droits à polluer, c'était quelque chose, ça restait une arnaque à la TVA, de grande ampleur, mais une arnaque à la TVA. Et finalement, c'est la personnalité de certains des escrocs, entre guillemets, qui a captivé le public, à ton Je pense avis? que c'était un peu cette idée de casse du siècle, c'est que l'originalité de ce procès, de cette affaire et du procès, c'était que assez vite, on a compris que ce n'était pas que de la délinquance en col blanc, qu'il y avait cette idée donc, de croisement entre la délinquance classique et de la grande criminalité. C'est cette idée d'une grande criminalité d'affaires qui déjà parfois était en contact avec une criminalité plus de sang. Donc déjà c'était cette idée de richesse et de sang mélangés, au-delà des personnalités des uns et des autres, cette incapacité, je pense aussi, de l'État et peut-être finalement aussi de la justice à avoir réussi à aller au bout du processus. Et aussi, mais c'est peut-être moins perçu maintenant, mais moi c'est ce qui m'avait beaucoup intéressée à l'époque et frappée, et c'est d'ailleurs là-dessus que s'était placée une partie des réquisitions, c'était qu'on était quand même sur un sujet d'environnement, de droit à polluer, donc il y avait toute cette idée un petit peu de moralisation de ces marchés, de dire qu'on avait détourné un outil européen qui aurait dû permettre de tous nous protéger, au-delà de l'idée de la captation de l'argent public. Et donc finalement, c'était peut-être un des premiers procès où l'environnement apparaissait et où on avait en plus cette idée d'atteinte collective et d'atteinte d'acteurs qui auraient, en plus du mépris affiché pour l'État. Je me souviens de réquisitions, on avait calculé un parquetier avait calculé chaque denier pour dire ça c'est tant d'écoles qui auraient pu être construites, c'est tant d'hôpitaux qui auraient pu être construites. Mais il y avait aussi ce grand procès de ce marché vert qui avait été porté en échec par une poignée d'individus. Donc une escroquerie très moderne finalement, avec quelque chose de très actuel et très moderne.
Il y a un petit courant qu'on entend, il y a une critique souvent et de plus en plus faite aux avocats, parfois de la part des magistrats, autour de l'idée que certains avocats utiliseraient trop la procédure dans leur défense. Qu'est-ce que c'est d'abord un moyen de procédure? Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et nous expliquer s'il faut, si un avocat doit utiliser des moyens de procédure ou pas? Quel est ton regard sur la question? C'est un devoir premier. Enfin, on n'utilise jamais trop de moyens de procédure, déjà parce que c'est la loi. Et c'est la loi, ce ne sont pas les avocats qui ont décidé le contenu de la loi. Si on a une insatisfaction, et on peut en avoir, qu'on soit avocat, qu'on soit magistrat, qu'on soit justiciable, et ça, c'est une interrogation légitime de toujours questionner la loi d'un pays. Mais la procédure pénale, elle a été construite, déjà pas que sous l'œil franco-français, mais sous l'impulsion des institutions européennes notamment. Et la procédure, c'est d'abord un argument d'égalité des armes. C'est un argument, c'est la condition même d'avoir des boucliers qui permettent et à la vérité de s'exprimer et la protection de tous, y compris des intérêts des plaignants et des plaignantes, y compris des intérêts des personnes mises en cause. Donc il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de tromperie quand on utilise un moyen de procédure. On doit le faire, parce que si une règle de procédure n'a pas été respectée, que ce soit une règle de prescription, que ce soit une règle qui a trait à votre capacité à pouvoir être informé ou à exercer un délai de recours, c'est parce que sans cela, vous ne pouvez pas avoir confiance dans l'institution judiciaire et surtout l'instruction, que ce soit à l'instruction dans la phase d'instruction pure ou à l'audience, vous avez quelque chose de profondément dysfonctionnel qui atteint l'intérêt de la personne que vous défendez, mais qui en réalité atteint nos intérêts à tous, parce que vous-même, dans cette situation, évidemment que vous demanderiez et que vous attendriez à ce que cette situation soit sanctionnée. Donc c'est assez étonnant ce procès qui est fait aux avocats, je trouve, de l'usage qui est fait, encore une fois, de voies de droit. Vous en avez d'ailleurs certains qui peuvent être soulevés d'office et qui sont soulevés d'office par les magistrats. Et donc c'est un peu cette idée de savoir ce qu'on recherche. On ne recherche pas des condamnations à tout prix. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout ma vision de la justice. Et on est tous garants, je pense, d'une certaine forme de justice. Alors après, vous avez des formes d'usage, de moyens procéduraux, parfois très agressifs, qui vont être décrits comme artificiels. Par exemple, l'accumulation de voies de recours, dans le but de créer un encombrement des juridictions. Mais ça encore, à partir du moment où cette possibilité elle vous est offerte, chacun, quand vous êtes avocat, a la liberté d'exercer son métier comme il l'entend, par rapport à votre objectif, moi je crois vraiment, encore une fois, qu'un outil de procédure, s'il est dévoyé, de toute façon, ne pourra pas être utilement sanctionné. Donc j'ai peut-être un peu trop confiance dans notre système judiciaire, mais je pense que je ne suis pas certaine déjà que cette critique soit partagée par l'ensemble des acteurs, que ce soit juges et avocats. Et moi, en tant qu'avocat, j'insiste vraiment sur la nécessité et que les justiciables comprennent que ces outils sont là, encore une fois, pour tous les protéger, victimes compris. Est-ce que tu as toujours voulu être avocat? Parce que là, ça fait, tu disais, 15 ans, 10 ans que tu exerces? Un peu plus de 10 ans, oui. Un peu plus de 10 ans. Ça va faire 12 ans. C'est un rêve de petite fille ou... Alors, pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire. Alors, au contraire, pourquoi? Parce que moi, je rêvais d'être journaliste. Je rêvais d'être reporter, même. Je voulais être sur le terrain. Je rêvais d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai toujours eu envie d'être en prise avec le réel. Mais le droit, c'était pas du tout une matière qui m'intéressait de prime abord, sauf le droit international, le droit constitutionnel et international, c'est comme ça que je suis entrée finalement dans le monde juridique. Parce que tu as fait Sciences Po à l'origine. Exactement, et c'est comme ça que j'ai découvert un attrait pour le droit, mais moi, ce que j'adorais, c'était l'histoire, la philosophie, les questions, la politique, mais dans le questionnement politique, pas moins dans l'engagement, en tout cas dans les questions politiques, dans les réflexions de société. Et donc, l'intérêt que j'ai eu pour la matière pénale, c'est venu finalement de lecture, notamment sur le système carcéral. Je me suis beaucoup interrogée dans le cadre à Sciences Po, sur tout ce qui était un peu parajuridique, sur la question, justement, le fonctionnement du procès, ce que ça révèle d'une société, la place des victimes, la prison, la peine, la question de la réhabilitation, la question de la justice avec un grand J. Ça, c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient.
mais l'avocat, j'ai jamais été particulièrement fascinée par les avocats. Pourquoi? Parce que moi, c'est vraiment la justice qui m'intéresse, Okay. plus que les personnes qui l'animent. Je suis très fière et heureuse de participer à cette œuvre de justice, très modestement, à ma toute petite échelle. Mais la justice, j'ai toujours vu comme quelque chose, un peu comme du point de vue de l'historien, quelque chose qu'on regarde un petit peu en hauteur et, et qui dépasse les acteurs, qui dépasse les juges, qui dépasse... Qui t'a fait sauter le pas? Parce que là, quand on t'entend, on se dit... Bah, c'est la défense, en fait. C'est que au départ, je voulais être journaliste parce que je voulais écrire. J'associais l'exercice journaliste à une forme de liberté, à un exercice de conviction, à un devoir d'information, à de la confrontation, à la lutte contre l'évidence, à l'investigation. Et en fait, c'est très très proche du métier d'avocat. En tout cas, moi, de ma conception que j'ai du métier d'avocat, je pense aussi à un travail d'enquête, dans le sens de réflexion, de collecte d'éléments, de compréhension de situations individuelles, de compréhension de phénomènes de société, de compréhension de lutte de pouvoir, de compréhension de compréhension aussi des enjeux qui peuvent se cacher derrière un sujet, derrière un procès, derrière une qualification, des sensibilités. Évidemment, c'est un combat, mais c'est un combat, encore une fois, qui pour moi, ce n'est pas que de l'audience, c'est pas que la plaidoirie. Non. Et la plaidoirie, c'est quelque chose, c'est évidemment l'exercice qui fait que ce métier passionne, qui fait vibrer ce métier et qui fait qu'on l'incarne de la manière la plus forte. Mais moi, j'aime aussi tout le reste du travail d'avocat. Et le fait que ce soit un métier de contact, que ce soit un métier de rencontre, que ce soit un métier de réflexion, que ce soit un métier où on lutte contre l'évidence, que ce soit un métier où on se contredit. Et moi, vraiment, la contradiction, c'est quelque chose, je pense, qui est l'essence de ce métier, où il y a une déontologie, où vous avez... voilà, au-delà et la plaidoirie, et cette robe qui est... Comment tu as appris à plaider? Est-ce qu'on apprend à plaider? Et comment toi, tu as appris à plaider? Je ne sais pas si on apprend à plaider. Déjà, il faut avoir envie de plaider. Et tout le monde n'a pas envie de plaider, pas du tout. Moi, j'ai tout de suite eu envie de plaider parce que ça vous brûle, en fait. C'est que vous avez envie de dire quelque chose. Que ce soit en l'écrivant et évidemment en le disant. Et on plaide à la fin d'un procès, mais on plaide aussi par petits morceaux pendant le procès lorsqu'on intervient. Parce qu'on plaide aussi dans les rapports qu'on a avec les magistrats, entre deux portes. C'est ce travail un petit peu de petits poussets. Donc vous avez cette oralité qui est absolument constante et qui est évidemment fondamentale. Alors moi j'ai eu la chance d'être formée par quelqu'un qui est Jean-Marc Félida, qui est un très très grand plaideur, enfin, qui a une éloquence magnifique, avec une maîtrise du langage extrêmement ciselée, une puissance vraiment orale extraordinaire. Mais je pense que c'est aussi en ayant été à son contact, évidemment il y a un effet d'influence. Lui-même il avait été formé par Georges Kejman, qui je pense d'ailleurs avait une éloquence très différente de la sienne. Mais qui était comment? Tu l'as défini? Alors comment? De ce que j'ai pu comprendre, plus violente, plus heurtée. Mais le fait d'avoir eu la chance de travailler aux côtés de quelqu'un qui maîtrisait vraiment, qui est, je pense, un des avocats les plus éloquents, en tout cas de notre profession, c'est qu'on comprend assez vite qu'on ne copie pas l'éloquence d'un autre, que ça ne sert absolument à rien. En fait, l'éloquence, elle vient Elle est personnelle. Elle est très personnelle. Et qu'il ne faut surtout pas essayer de copier, de s'approprier. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Moi, j'ai jamais lu de livre sur l'éloquence, j'ai jamais lu de livre sur la plaidoirie, alors j'aurais peut-être dû. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait parce que y a quelque chose qui doit être... on vient vous voir aussi parce que vous avez un certain rapport à l'autre, un certain rapport au magistrat, un certain rapport au dossier, des techniques, et vous avez aussi une manière de transmettre quelque chose et une manière de convaincre. Et à partir du moment où vous avez envie de plaider et où vous avez, je pense, cette faculté à observer, parce que c'est ça aussi un bon plaideur, au-delà on parle beaucoup de la voix, que les femmes seraient limitées par la voix, seraient limitées par la stature,
Alors moi, je pense pas du tout. Pas du tout parce que, heureusement, vous avez de la place pour tout le monde, pour toutes les formes d'éloquence, et que l'éloquence, c'est pas simplement venir tonitruer quelque chose à la barre. Ça, je pense que parfois, c'est une chance de pouvoir tonitruer quelque chose à la barre, mais parfois, on peut aussi être captif de cette forme d'aisance dans une éloquence ou dans cette... on est tous captifs de toute façon de ce qu'on renvoie. Mais je pense vraiment que... Je pense déjà que c'est assez simpliste d'opposer les hommes et les femmes dans ce métier, dans l'éloquence, dans le rapport à l'audience. D'une certaine manière, tu dis on a le droit d'être qui on est quand on plaide. Alors, oui et non, parce que pour moi, un des travers, c'est vraiment de plaider pour soi. Donc, quand on est les bons plaideurs, pour moi, c'est pas quelqu'un, justement. Alors, on prend tous évidemment plaisir à plaider, mais on plaide, on a quand même un but de guerre. Enfin, et il faut avoir justement cette malléabilité au fil de la plaidoirie, par rapport à ce qui s'est passé dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont précédé l'audience, par rapport aussi à la sensibilité de votre client, parce que vous n'êtes pas là pour faire plaisir à votre client, mais vous ne pouvez pas le trahir. Et vous n'êtes pas non plus que le relais de la parole de votre client, parce que sinon ce serait quand même ça peut être en tout cas inefficace, mais vous avez quand même tout un travail de pédagogie à faire pour que lorsque vous prenez la parole, lorsque vous allez vous allez commencer à plaider, pour que finalement ce soit audible et convaincant pour tous. Il faut que la confiance dans votre client, elle soit renforcée par l'exercice de la plaidoirie. Et donc c'est pas faire ce qu'on a envie de faire, c'est pas faire ce qu'on est, c'est faire ce qui doit être fait en fait finalement, et ce qui doit être fait par rapport au questionnement que vous devez toujours avoir au fil de l'audience, à ce lien que vous devez toujours construire avec la juridiction, avec votre client, avec les autres parties. Il y a quand même tout un maillage, je trouve, dans lequel la plaidoirie s'insère, parce que si vous plaidez juste pour la beauté de la plaidoirie, vous allez pouvoir avoir une plaidoirie magnifique, mais qui n'aura aucun effet, voire un effet dévastateur. Elle peut être magnifique et pas efficace, c'est ça que tu dis. Totalement. Beaucoup de plaidoiries sont d'ailleurs malheureusement inefficaces, qu'elles soient magnifiques ou pas, mais ça c'est encore un... C'est quoi pour toi la plus grande qualité d'une avocate que doit avoir une avocate? Alors, je pense qu'il faut plusieurs qualités, mais une qualité qui permet peut-être ensuite d'en décliner d'autres, je pense que c'est la force, dans le sens où il faut avoir une force physique, une force intellectuelle aussi, parce que un avocat, ça reste un bouclier. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai. Et il faut avoir aussi cette force de renouvellement, de questionnement, de combat. Voilà. Jacques Vergès disait « Je ne suis ni humble ni orgueilleux, je suis simplement fière ». Est-ce que toi, du coup, tu te trouves plutôt fière, plutôt orgueilleuse? Alors moi, j'espère ne pas être orgueilleuse. Alors après, je trouve que c'est toujours c'est toujours bizarre de s'auto-qualifier. Donc est-ce que je suis fière et orgueilleuse? Je pense qu'il faut que vous le demandiez aux confrères à qui je travaille, à mes clients, à mes associés. En revanche, encore une fois, moi, je pense que l'avocat, les avocats, ils sont extrêmement mal aimés par l'ego et par justement peut-être le trop-plein de fierté que la profession incarne. Ça veut dire, historiquement, vous voyez tous les qualificatifs qui affublent les avocats. On a une forme de méfiance envers les avocats, cette espèce de caste qu'on imagine surpuissante, qu'on imagine qui finalement très intéressée, vénale, ou dans un ego trip constant. Est-ce que ça, c'est pas un mal nécessaire, le fait que les avocats ne soient pas complètement aimés? On ne fait pas cette profession pour être aimé, ça c'est sûr. En tout cas, moi je ne la fais pas du tout pour ça. Après, ça interroge aussi. Ça veut dire que il y a une vision très déformée, je pense, du métier d'avocat.
les gens fantasment beaucoup sur les avocats, aussi parce que ceux qui sont visibles sont ceux forcément qui incarnent cette forme de puissance de la profession, mais c'est une profession qui est difficile, c'est une profession où vous avez des personnes qui sont beaucoup plus invisibles, mais qui ont parfois un rôle tout aussi important, voire plus important que d'autres. Et c'est en ça que c'est dommage qu'il y ait cette incompréhension, je pense, de la profession et cette focalisation sur une image très glamour de notre profession. Moi, je pense que la fierté du métier d'avocat, justement, en tout cas, moi, est-ce que je suis fière d'exercer ce métier? Peut-être, sûrement. Mais plus, encore une fois, autant dans les petites choses que dans les grandes choses. Et j'ai rencontré des avocats que j'ai trouvés immenses, mais dans des affaires qui ne sont pas forcément les affaires où vous avez les plus médiatiques. Vous avez des avocats qui ont, encore une fois, un avocat a forcément une utilité sociale. Et donc c'est ça qui doit protéger plus, je pense, que sa fierté personnelle. C'est s'assurer que, encore une fois, la confiance qu'on lui apporte, donc ça, c'est forcément une source de fierté, c'est qu'un client qui vient vous voir et qui vous confie un bout de son existence, ou en tout cas un bout de son activité économique, c'est quelque chose qui vous rend fier nécessairement, parce qu'on vous choisit, vous êtes dépositaire d'un secret, et c'est à vous ensuite de créer cette relation qui fait que vous allez aller pouvoir plus loin dans la défense, dans le conseil. Et donc ça, oui, ça rend fier, ça vous porte, ça vous honore, mais ça vous engage aussi. Donc il faut faire attention à pas justement se voir des ailes qui poussent alors que... On n'est pas obligé d'être terriblement prétentieux, en gros. En tout cas, non. Non. C'est quoi ta plus grande réussite aujourd'hui? Ma plus grande réussite... Je ne sais pas si j'ai une plus grande réussite... C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que je perçois les choses. Pour moi, c'est vraiment un métier de petites réussites et de petits échecs quotidiens. Enfin, c'est n'importe quel procès, n'importe quelle affaire, n'importe quel rendez-vous. Enfin, c'est pas du tout un métier qui est linéaire. Et même le meilleur résultat judiciaire qu'on obtient dans un dossier ou le plus gros succès, il y a forcément eu des choses qui auraient pu mieux fonctionner, sur lesquelles vous vous interrogez, sur que vous allez faire, vous vous dites tiens, j'aurais pu ou j'aurais dû faire différemment. Donc je serais incapable de dire quelle est ma plus grande réussite. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un avocat qui démarre? À un avocat qui démarre, en fait, je pense que je lui donnerais deux conseils peut-être un peu qui peut paraître un peu contradictoires. Je lui dirais de foncer s'il a envie de faire ce métier, sachant que la deuxième partie est importante. Parce que vous avez la jeune génération que j'ai la chance de côtoyer, notamment au cabinet ou dans les audiences, qui peuvent accompagner des confrères ou qui travaillent avec nous. Ils se posent beaucoup plus de questions que nous à l'époque, ce que je trouve très sain. Mais d'autres aussi ont une vision encore très romantique du métier, surtout dans ce qu'on fait, que ce soit sur... le pénal ou le pénal des affaires, ou encore plus quand on arrive sur le pénal de l'environnement. C'est quoi une vision romantique? Déjà, on ne fait pas ce métier que pour plaider, parce que ça, encore une fois, avant de plaider, il y a beaucoup de travail. On ne conseille, on ne défend pas en matière d'environnement parce qu'on veut sauver la planète, parce que ce n'est pas notre rôle en tant qu'avocat. En tout cas, moi, je ne fais pas partie des avocats qui sont militants. Alors, évidemment, ce que je peux faire peut contribuer à des mises en conformité et à protéger l'environnement. Et vous n'allez jamais conseiller à un client de polluer, sinon, vraiment, vous n'avez pas compris votre métier. Mais il faut faire attention à ne pas confondre des engagements qui sont politiques et nous, quand même, un principe, quand vous êtes avocat et quand vous voulez embrasser la profession avant toute pénaliste, c'est que vous êtes censé pouvoir défendre tout le monde. Donc tout le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur lequel, en réalité, quand vous le dites, on vous dit oui, mais quand vous l'appliquez, on sent bien qu'il y a une forme de réticence. Et il y a à la fois ce questionnement de se dire, une fois que ça s'est compris, on peut avancer, mais ensuite, c'est foncer, mais aussi foncer avec donc l'envie, l'énergie, tout ce que
toute cette nouveauté qu'on peut nous apporter et de fait de reconstruire avec eux cette profession, mais aussi de toujours garder, justement, pour revenir sur vos questions, sur tes questions, une forme d'humilité, je pense, et se questionner, observer, comprendre que c'est vraiment un métier d'expérience. Et c'est ça peut-être ce qui est difficile dans cette profession, c'est que quand on débute, c'est qu'on comprend tout de suite que la jeunesse est un atout, mais que la jeunesse, elle fait peur et il faut l'intégrer. Il faut être capable voilà, de rassurer les clients, de se former, de se confronter au métier pour pouvoir mieux l'exercer. Ce que tu me dis me fait un peu penser à une citation de Jacqueline Lafont qui disait « Je doute beaucoup. Je doute avant chaque plaidoirie, après chaque plaidoirie. » Est-ce que pour toi, le doute, c'est important? C'est un peu ce que tu nous disais là. C'est-à-dire qu'il faut foncer, mais il faut douter. Exactement. Et c'est ce que... c'est un métier dans lequel on ne peut pas avoir de certitude. Ou en tout cas, on se bat contre des certitudes. On se bat contre des présomptions de culpabilité, on se bat contre des évidences, on questionne. Et ça vaut aussi en droit pénal des affaires. On questionne des implications personnelles, on va questionner la régularité de schémas ou d'opérations financières, on va questionner la place, la responsabilité individuelle des uns et des autres. Mais quand on est avocat, c'est aussi questionner, je pense, questionner des pièces, savoir toujours aller plus loin, dans ne pas être capable aussi de réouvrir des pans de dossier dont on est certain que ça dit quelque chose et de toujours être sûr qu'on n'est pas en train, à notre tour, parfois, d'avoir une vision biaisée ou du dossier, ou des faits, ou de s'être trop auto-convaincu, parce qu'à force d'être dans cette logique, on doit se convaincre forcément, d'être aussi capable à un moment de prendre de la hauteur et donc de douter, de faire cet exercice un peu schizophrénique, de se dire, ben voilà... De l'avocat du diable, il faut être son propre avocat du diable. Alors est-ce que, j'allais dire, de faire un exercice de parquetier, on peut les appeler les avocats du diable? Oui. Donc le doute pour moi, c'est aussi fondamental pour vous protéger, vous, dans votre exercice quotidien, en termes de responsabilité, en termes de... moi, alors, je doute toujours. Alors il y a un moment où vous devez arrêter de douter. C'est un sujet sur lequel on peut revenir qui est intéressant, parce que je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais les avocats ont une grande responsabilité vis-à-vis de leurs clients. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais rappeler rapidement ou c'est la façon dont tu l'exerces toi, mais qu'est-ce que tu penses devoir à tes clients quand tu travailles sur un dossier pour eux? Ce que je pense devoir à mes clients, c'est alors il y a une obligation de conseil évidemment, mais pour bien les conseiller, il faut être capable de dire les choses, de manière audible, parfaitement compréhensible, de s'assurer que votre interlocuteur a parfaitement compris les enjeux, a parfaitement compris les options qui sont les siennes, et de ne pas trahir tout simplement votre mandat. Ça veut dire que on n'est pas là pour plaire à son client. Il faut faire attention à ça. Alors vous ne pouvez pas non plus être en confrontation avec votre client, mais il faut être capable de faire passer des messages pour le conseiller. C'est en ça que je pense qu'on peut vraiment tout défendre, mais à condition, encore une fois, qu'il y ait un accord parfait entre vous et votre client sur la manière avec laquelle vous allez le défendre. Pourquoi vous le faites comme ça? Pourquoi vous ne le ferez pas autrement? Et c'est là où vous pouvez avoir une rupture, c'est là où votre liberté d'avocat, d'avocate, elle est entière, parce que vous avez mille et une manières de défendre un même dossier. En fait, est-ce que ce que tu dis, c'est il faut savoir défendre tout le monde, mais par contre d'une certaine manière. La liberté, oui. elle se trouve là. Pour moi, oui. On peut absolument tout défendre, mais moi, je ne défendrai des dossiers que... Alors, vous avez plusieurs manières à chaque fois, mais vous avez des lignes rouges que je ne franchirai jamais. Et si on est clair sur cette ligne rouge, si on est clair sur le moment où on estime que la défense devient contre-productive, c'est là où vous avez cet exercice qui est très difficile dans notre métier, de devoir expliquer devoir expliquer à votre client finalement que sans qu'il ait l'impression que vous le trahissez, que vous le jugez, qu'il y a un jugement moral qui soit, mais de l'amener à comprendre la stratégie qui est la vôtre, et lui
de se défaire de certains mécanismes de défense, de certaines certitudes, de certaines parfois, quand on est dans des cadres qui sont beaucoup des cadres de certaines politiques, de certains objectifs, que là, on est dans une situation de conflit et que vous, pour le défendre au mieux, vous ne pourrez pas franchir une certaine limite, vous n'irez pas sur un terrain, ou à l'inverse, vous lui demandez de vous suivre dans une certaine voie. Quand on t'entend, ça n'a rien à voir avec la morale. Non. Les limites que tu fixes, ça n'a rien à voir avec la morale. C'est pas une question de morale, c'est une question d'efficacité de la défense. C'est une question d'efficacité de la défense. Après, dans l'exercice qu'on a en tant qu'avocat, alors je ne sais pas si c'est de la morale, mais on a une forme, on est libre aussi de la manière avec laquelle on interagit avec les parties. Moi, je supporte pas je supporte pas la meute en général. Et vous avez des clients qui vont avoir besoin, qui au départ vont venir et vont avoir, parce qu'ils sont très acculés, vont avoir eux aussi des attentes et vont peut-être s'attendre à une forme de violence. Et je pense que le rôle de l'avocat, c'est de défendre, d'être combatif, mais c'est de respecter, de toujours rester dans une forme de dignité judiciaire et de vous assurer que votre client, lui aussi, bénéficie d'un procès digne, ne fait pas l'objet de mépris, ne fait pas l'objet de brimades, de sarcasme. C'est vraiment c'est le bouclier dont tu parlais tout à l'heure. Oui, mais vous, à votre tour, en tant qu'avocat, de ne pas tomber dans cet écueil de la petite phrase, de la petite phrase qui fait que il n'y a rien, on n'avance en rien, c'est juste cette petite phrase qui fait que le client, lui, a ce petit moment de satisfaction. Moi, c'est pas ma vision de l'exercice. Question courte, réponse courte. C'est quoi ton livre préféré ? Mon livre préféré, c'est pareil, moi, j'ai du mal à n'aimer qu'une chose. Le dernier que tu as lu ? Alors, le dernier que j'ai lu, c'était Veiller sur elle. C'était pas mal. C'est pas mon livre préféré, mais c'est un beau livre. Non, dans mes livres préférés, moi j'adore Dostoïevski, pas que Crime et Châtiment d'ailleurs, mais j'adore Dostoïevski. J'aime beaucoup Mishima. J'aime beaucoup, si on en avait parlé ensemble, toute la littérature sud-américaine, tout ce qui est réalisme magique. Ouais, j'aime beaucoup les livres qui, encore une fois, vont dans les tréfonds de l'âme humaine ou qui questionnent les réalités. Est-ce que tu as vu la série sur l'affaire L'escroquerie du siècle ou pas ? Non. Non ? Et tu penses que tu vas la regarder ou Alors, peut-être, oui. Parce qu'on en a beaucoup parlé et que je crois que c'est intéressant, en tout cas en termes cinématographiques ou en termes de réalisation. Mais alors après, c'est vrai que je n'aime pas trop tout ce qui est série ou film sur les avocats, sur les procès, à l'exception par exemple d'Anatomie d'une chute, que j'ai trouvé très intéressant, mais plus encore une fois sur ce que ça révèle des rapports humains que sur la question du mécanisme judiciaire. Mais oui, je vais essayer de le regarder en tout cas. Ça fait partie de ta to-do. Je voulais finir cette émission par une dernière question. Est-ce qu'il y a un confrère, une consoeur à qui tu as envie de passer un message ? Alors, il y en aurait plusieurs aussi, mais finalement, je suis incapable d'avoir une réponse monolithique. Il y en aurait plusieurs. C'est plus sur les avocats qui m'ont façonnée. Enfin, le premier, et que j'ai pas revu depuis très longtemps, c'est un avocat qui est arbitragiste qui s'appelle Eduardo Silva Romero, qui était mon professeur à Sciences Po, qui a ensuite été mon maître de stage chez Descartes. Et c'est quelqu'un qui déjà intellectuellement m'a énormément stimulée et avec lequel j'avais pu avoir cette réflexion très libre sur justement le métier. Qu'est-ce que c'est que le métier d'avocat ? Qu'est-ce que c'est qu'être arbitragiste, que je pensais faire au départ. Toi, il y avait des avocats dans ta famille ou... Aucun. Ouais. Aucun. Et c'était quelqu'un avec qui je discutais aussi d'autres sujets que le droit. Et c'est, je pense, grâce à lui, alors même que j'étais partie en Amérique latine faire un stage dans des cabinets d'arbitrage, que tous mes stages étaient en arbitrage,
que j'ai décidé finalement de pousser la porte de cabinet pénaliste. Parce que la réflexion à laquelle il m'a amenée, et je l'en remercie, et donc c'est ça ce que je voudrais faire passer, c'est ce grand merci, m'a permis d'aller au bout de mon cheminement et de me dire que finalement, voilà, j'avais envie d'exercer un métier différent que celui pour lequel je m'étais ultra spécialisée. Et ton deuxième message, parce que tu disais que tu en avais deux. Et mon deuxième message, ce serait d'une manière générale à mes associés, mon associé ancien et mes associés actuels, parce que, et c'est encore un merci, parce que c'est un métier que moi j'aime aussi, parce que c'est un métier que je n'ai jamais exercé seule. Et c'est un métier où au quotidien, j'ai appris des choses et j'apprends des choses avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, et pas que mes associés d'ailleurs, les collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé dans mon ancien cabinet, avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et pour moi, c'est une des richesses de ce métier qui fait que j'ai encore envie de l'exercer pendant longtemps. Donc je remercie toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler. Voilà. Merci beaucoup Julie Fabriguette d'être venue dans cette émission. Merci Mathilde.